séminaire sur l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et l'écologie. Donc moi, je vais vous parler du laboratoire d'écologie Alpine. Alpine a sauté sur la présentation, mais il est toujours bien présent au laboratoire. Je me suis effectivement cadré sur l'ensemble des questions qui avaient été données pour essayer d'y répondre ou de ne pas y répondre d'ailleurs, parce que, comme vous allez voir, en fait, il y a une approche au niveau du LECAC qui va être assez différente, avec quand même des grosses convergences, mais assez différente de ce qui se passe au CEF, ne serait-ce que pour des raisons historiques, parce que je ne sais pas si tu as donné le nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs qui sont présents au CEF. Alors actuel, 90. 90, et voilà. Au LECA, c'est moins d'une trentaine, donc on est effectivement une unité qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus jeune, puisque la fondation du laboratoire d'écologie alpine, c'est 2003. Pareil, j'ai donné 2-3 éléments pour essayer que vous compreniez bien ce qu'on fait et comment ça s'est mis en place, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est importante. Donc le LECA, il est né en 2003 de la fusion en fait de différents laboratoires. Il y avait un premier laboratoire qui s'appelle le laboratoire de biologie des populations d'altitude, qui travaillait plutôt sur des aspects d'écologie moléculaire, de biologie des populations. Un laboratoire qui s'appelait écologie et changements environnementaux, qui était donc un laboratoire plus écologie et qui était un peu issu de la tradition de phytosociologie au niveau grenoblois, avec la cartographie, avec le professeur Ozinda qui avait mis en place ça dans les années 60. Donc c'était des petites unités en taille, hein. Et puis il y avait un groupe d'écotoxicologues qui a rejoint aussi, et puis Sandra Ladorel qui est arrivée avec une ATIP et qui elle a fondé son équipe en écologie fonctionnelle. Et donc un travail, ça a été effectivement au départ de faire travailler tous ces gens-là ensemble, parce qu'ils venaient d'horizons assez divers qui ne communiquaient pas tellement. Et donc, tout le travail qui s'est fait pendant ces 10 années, ça a été d'essayer de mettre du lien entre les différentes thématiques pour essayer de faire travailler les gens aux interfaces. La situation actuelle, c'est une situation dans laquelle, on vous dit, on est un peu moins d'une trentaine de personnes qui vont travailler sur des aspects très différents. Ça va de gens qui vont travailler en évolution moléculaire sur des aspects, on va dire, de génomique, qui travaillent sur les mécanismes de l'évolution, jusqu'à des gens qui vont travailler à l'échelle globale sur de la modélisation, de changement climatique, de distribution de biodiversité. Le point commun de tout le monde, c'est qu'on s'intéresse à l'étude des patrons spatio-temporels de biodiversité et à essayer de comprendre comment ces patrons spatio-temporels se mettent en place. Et donc, ce qu'on étudie, c'est les processus qui sont sous-jacents à la mise en place de ces patrons, des processus qui peuvent être écologiques ou évolutifs, ou effectivement leur étude conjointe. Et tout ça dans un contexte où on va s'intéresser aux facteurs environnementaux qui vont agir sur ces processus. Donc ces facteurs environnementaux, c'est l'histoire, c'est-à-dire c'est l'état de l'objet d'étude aux instants précédents, celui qu'on regarde. C'est des facteurs environnementaux à l'échelle globale, les changements globaux, changements climatiques, et puis c'est bien évidemment les facteurs anthropiques. On s'intéresse via l'écotoxicologie par exemple aux effets des pollutions, mais aussi tout ce qui est localisation, changement d'utilisation des terres, etc. Donc ça c'est un petit peu, c'est le cadre sur lequel finalement, dans lequel chacun arrive à trouver sa place. La structure actuelle du laboratoire, c'est une structure dans laquelle il n'y a pas d'équipe. Donc chacun travaille sur ses projets, et l'idée c'est d'essayer au maximum d'intégrer les gens pour la collaboration autour de projets. Donc on a défini 8 thèmes qui sont utilisés uniquement pour faire de l'animation scientifique, et sinon l'échelle d'organisation, le niveau unitaire d'organisation, je dirais, c'est le chercheur qui va travailler en collaboration selon les projets avec d'autres personnes du laboratoire. Et donc on essaye de faire cette collaboration, de la stimuler au maximum entre personnes du laboratoire pour avoir des gens qui vont travailler
par exemple à l'interface entre les processus évolutifs et les processus écologiques. Pour donner des exemples, par exemple l'évolution de la niche écologique dans certains groupes, chez les oiseaux par exemple. Et toujours avec ce que disait Richard tout à l'heure, aussi cette triple approche, l'observation, expérimentation, modélisation, et puis les allers-retours entre ces approches. Donc dans ce contexte-là, les sciences humaines et sociales, en fait, elles interviennent à différents endroits. D'une part au niveau de l'histoire. Alors, quelque chose que je voulais dire aussi, qui s'illustre justement par cet aspect de l'histoire, c'est que, vu le large spectre qu'on étudie au laboratoire en termes d'objets d'études, d'échelles d'études à la fois spatiales et temporelles, et le petit nombre de personnes qu'on est, le résultat de ça, c'est qu'en fait, on a très peu de redondance entre les différentes compétences des gens. Et donc, on est très dépendant de qui est là, qui va partir, qui arrive, par rapport à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Et donc, un exemple justement sur les aspects historiques, on avait un ingénieur CNRS qui travaillait justement, qui était Jacques Girel, pour ceux qui le connaissent à Grenoble, qui travaillait justement sur l'histoire des écosystèmes en marge des cours d'eau, et qui avait cette approche justement d'histoire de l'écologie. Et cette compétence a été perdue avec son départ. Un autre aspect, c'est tout ce qui est les aspects au niveau des facteurs anthropiques, avec l'idée de prendre en compte dans nos études sur les facteurs environnementaux qui vont influencer le fonctionnement des écosystèmes, des facteurs tels que le tourisme, le changement d'utilisation des terres, etc. Et puis, je pense que ce qui est le plus développé, c'est via la notion de service écosystémique, qui est quelque chose qu'on va prendre en compte maintenant. Alors, avec une approche au niveau du laboratoire, qui est une approche vue du côté de l'écologie, qui est de dire qu'on va essayer de quantifier des services écosystémiques, de développer ces approches en termes de services ou de bouquets de services, mais via l'intégration dans des modèles de quantification de toutes les connaissances qu'on peut produire d'un point de vue écologique à partir de l'étude de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes qu'on met en place. Alors, si on regarde un peu comment ça s'est mis en place au niveau du laboratoire, là je repars un peu sur les questions telles qu'elles avaient été posées, sur la stratégie à l'échelle du laboratoire, là c'est clair, c'est qu'on a eu vraiment aucune stratégie initiale, c'est-à-dire que c'est venu d'initiatives individuelles de par les chercheurs qui étaient impliqués dans leur recherche et qui, pour des raisons de X ou Y, on pourrait les analyser et en discuter plus tard. Là, j'ai sûrement pas toutes les réponses à vous apporter, mais qui se sont mis à développer effectivement des collaborations avec les SHS pour faire avancer leurs thématiques de recherche. Donc les liens, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais un petit peu d'histoire, c'est aussi des liens vers les géographes et vers la sociologie qui se font. Et si on peut voir comment ça se structure au niveau du laboratoire, eh bien je dirais peut-être sur une trentaine de personnes, 3-4 personnes qui vont avoir je dirais, une démarche d'aller vers collaborer avec les sciences humaines et sociales pour leur recherche. Alors, les attentes et les motivations, là je me suis placé plutôt à l'échelle de l'individu, ou du petit groupe d'individus, plus qu'à l'échelle du laboratoire, mais je pense que ça rejoint, les deux se rejoignent en fait. Je pense qu'une idée importante, c'est de prendre en compte les systèmes d'études dans leur totalité. On travaille sur des écosystèmes, mais on ne peut pas s'affranchir de la composante anthropique. Donc ça, c'est un premier point. On ne peut pas s'en affranchir, et donc on essaye de la prendre en compte. Alors après, comment est-ce qu'on la prend en compte? Est-ce que c'est de façon plus ou moins complète?
Le troisième point là, que je vais traiter tout de suite, qui répond aux appels d'offres, c'est vrai qu'on a des sollicitations via l'ANR, via les projets européens, pour aller vers la résolution de questions sociétales quand on travaille dans les domaines qu'on aborde. Donc tout le monde en est un petit peu. Alors après, la question c'est de savoir est-ce que c'est juste du cosmétique pour répondre à l'appel d'offres, ça peut concerner certaines personnes, ou alors est-ce qu'on fait vraiment par conviction et est-ce qu'on a un intérêt à répondre à ces questions sociétales. Je pense que l'intérêt, il est vraiment fort pour la grande majorité des chercheurs, enseignants-chercheurs au niveau du LECA, puisque c'est quand même des choses que toutes les personnes, alors que ce soit via des collaborations, via de l'interdisciplinarité au niveau des SHS, ou pas d'ailleurs, en restant plutôt dans un domaine disciplinaire, mais si on fait un peu le bilan des projets de tout le monde au laboratoire, on se rend compte que toutes les personnes ont des projets dans lesquels elles vont adresser des questions sociétales, des questions de conservation, des questions en lien avec les interactions entre le fonctionnement de populations animales, par exemple, avec l'influence du tourisme, par exemple, sur les populations de grands herbivores en montagne, des aspects de conservation, sur les gens qui travaillent, comme moi, par exemple, plus sur des aspects d'évolution, de diversité génétique, sur des aspects de ressources génétiques en lien avec les animaux d'élevage. Donc, il y a ces préoccupations. Après, dans la pratique et dans la façon d'aller vers l'interdisciplinarité, on peut avoir des réponses très différentes. Des gens qui vont aborder ça de façon assez superficielle, je dirais, puis des gens qui vont vraiment aller vers des collaborations, vers du co-encadrement de thèses sur des questions interdisciplinaires. Les difficultés qu'on peut rencontrer. Les difficultés, il y a les difficultés. J'ai mis 2 points, mais le premier point là qui me vient à l'esprit en parlant, c'est déjà à l'intérieur du laboratoire, entre les différentes personnes. Ça peut être effectivement de ce que disait Richard tout à l'heure, j'ai pas le temps. Donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est effectivement d'arriver à prendre le temps de sortir un peu de cette discipline pour discuter de ces aspects-là, et puis pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre et d'essayer de regarder peut-être aussi sa propre discipline via cet autre point de vue. Le problème, c'est que quand on est trop ancré dans sa discipline, une des difficultés s'appelle de trouver les bons interlocuteurs, même si on a la volonté de vouloir aller vers des collaborations interdisciplinaires. Une autre difficulté, ça a aussi été évoqué avec le petit croquis humoristique tout à l'heure, c'est la communication, c'est-à-dire déjà arriver à se mettre d'accord sur le vocabulaire qu'on emploie, sur quels sont les sens derrière les mots, parce que ça arrive qu'on se rende compte au bout d'une demi-heure, voire plus de conversation, qu'en fait on ne parle pas toujours de la même chose, et donc ça peut conduire à des difficultés également. Donc ça, les pratiques au sein du laboratoire, donc comme je l'ai dit, l'importance elle va être très variable selon les personnes, selon les groupes de personnes qui interagissent, vers des gens qui sont carrément ancrés dans cette interdisciplinarité, et puis d'autres qui vont en avoir une vision beaucoup plus superficielle. La façon dont ça se fait, on est un assez petit laboratoire, c'est essentiellement, exclusivement pour l'instant, via des collaborations avec des laboratoires ou des équipes extérieures, notamment au niveau du site. J'en parlerai tout à l'heure sur l'aspect comment se fait aussi l'animation au niveau du laboratoire sur ces aspects-là. Donc c'est essentiellement des collaborations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'équipe au niveau du laboratoire, donc il n'y a pas de question de est-ce qu'on fait une équipe ou est-ce qu'une équipe se concentre plus sur ces aspects-là, c'est plutôt des aspects au niveau des personnes. Donc des collaborations vers l'extérieur et puis éventuellement des étudiants qui peuvent arriver au laboratoire, des postdocs qui vont travailler plus sur ces aspects-là. Ça pose la question de la pérennisation en fait, de ces thématiques au sein du laboratoire. Et donc ça pose la question du recrutement. Là encore, je pense
qu'il y a des difficultés. Le recrutement, vu la structure du laboratoire, s'il se fait, ça ne peut pas être via des enseignants-chercheurs, je pense que c'est via des chercheurs. Et donc là, on tombe sur les questions de... effectivement, c'est ce qu'on rencontre un peu ces dernières années au niveau des sections pluridisciplinaires du CNRS. C'est compliqué de trouver des candidats et puis d'avoir des projets qui soient évalués de façon favorable. L'animation scientifique, elle se fait au niveau du laboratoire, pas en interne, mais mais à l'échelle locale, en fait, à l'échelle du site, via différents types de structures qui sont des structures interlabos. Alors c'est au niveau de Grenoble, avec la fusion des 3 universités et puis le fait d'avoir un texte qui peut se mettre en place depuis maintenant 1 an, il y a une volonté politique au niveau local de soutenir cette interdisciplinarité entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et donc c'est des choses qu'on arrive à faire vivre via des LABEX, via les CDP, donc c'est des projets de recherche interlabos qui sont financés par l'INDEX. C'est du dimensionnement, on va dire, de projets ALR sur 4 ans et qui encourage l'interdisciplinarité entre les sciences dures et les SHS, via des fédérations de recherche aussi, qui vont permettre de rassembler, notamment, je ne sais pas si Fabien a prévu d'en parler, mais au niveau de la fédération Free Alpes, par exemple, des fédérations qui vont impliquer des laboratoires qui travaillent sur tous ces aspects-là en lien avec l'environnement. Donc là, il y a des incitations à travailler ensemble. Je pense que sur l'interface écologie SHS, il y a un projet CDP qui s'appelle Trajectories, donc qui est sur les aspects trajectoires des écosystèmes, que connaissent bien donc, certaines personnes qui sont dans la salle, qui est financé. Et je pense qu'il reflète le fait que, au niveau grenoblois, finalement, l'interdisciplinarité vers les SHS, elle existe justement quand même depuis un certain temps, depuis de nombreuses années entre l'écologie et les SHS, ce qui n'était pas le cas pour d'autres disciplines des sciences dures. Et donc je pense que ça a été effectivement un atout pour pouvoir mettre en place ces choses au niveau du texte. Les apports, comment est-ce que on essaye de valoriser ce qui est mis en place au niveau de ces relations interdisciplinaires? C'est une prise en compte plus complète des systèmes étudiés, donc je pense que là les gens voient un intérêt au niveau disciplinaire, donc ça c'est aussi un avantage, ça a déjà été dit, il faut qu'il y ait un intérêt aussi pour que les gens se lancent là-dedans, donc ça c'est, je pense, une chose essentielle. Ce que je trouve intéressant moi aussi au niveau du laboratoire, c'est que ça permet aussi d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un autre point de vue, essayer de regarder, justement on change de chaise et puis on regarde le système d'un autre point de vue, et puis ça permet du coup d'avoir une réflexion aussi sur sa démarche disciplinaire. Et puis, ça c'est quelque chose qu'on met aussi en avant du laboratoire que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, de répondre aux demandes sociétales. Sur l'évolution de ces relations, je pense que ce qui est le plus immédiat et le plus réaliste, c'est d'essayer d'investir au maximum via des collaborations, que ce soit au niveau local ou plus largement, mais je pense qu'au niveau local, il y a déjà pas mal de potentialités à faire. Le recrutement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus compliqué à faire. Je pense que quelque chose qui est vraiment intéressant à réfléchir si on veut avancer sur ces aspects de mise en place de l'interdisciplinarité, c'est au niveau de la formation. C'est-à-dire le encadrement de thèses interdisciplinaires. Donc, est-ce qu'on met vraiment des gens à travailler sur cette interface disciplinaire en plus de gens qui vont coexister et qui partagent leurs expériences disciplinaires côte à côte? Donc c'est ça, c'est ce que j'appelle le disciplinaire couplé par rapport à l'interdisciplinaire. Il y a probablement des choses qui peuvent se faire au niveau des écoles doctorales, par exemple, à ce niveau-là.
Vendredi dernier, j'étais à la journée de lancement d'un autre projet, d'un autre CDP, donc un autre projet INEX financé par l'INEX de Grenoble qui s'appelle Victoire, qui fait intervenir donc, les gens de différentes disciplines sur les molécules sucrées. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé le Vico Club, c'est-à-dire qu'ils vont avoir en fait des thèses disciplinaires qui sont financées, donc ça va faire une dizaine de personnes, je crois, au moins, qui vont être embauchées dans des disciplines un peu différentes, et donc ils ont l'idée justement pour avancer sur ces questions interdisciplinaires, d'avoir ce Vico Club qui rassemble tous ces étudiants, tous ces postdocs qui sont recrutés, pour leur faire de l'animation commune et puis avoir des points de rencontre réguliers. C'était une initiative que je trouvais intéressante justement pour avancer, parce que finalement, si on se projette dans 10 ou 15 ans, c'est les gens qui sont formés maintenant qui doivent acquérir cette culture-là pour arriver à mieux la faire vivre dans le futur. Et donc ça va aussi avec les aspects d'animation, lieux d'échange qui peuvent se faire. Et dans ce cadre-là, effectivement, les fédérations, les structures interlabos telles que les ABEX peuvent jouer un rôle important. Donc voilà, je crois que c'est tout.